Un témoin a vu quelqu'un s'enfuir, le pantalon couvert de sang. La douleur était indescriptible. Elle a été victime d'une agression violente. Les gens ne l'ont ni cru, ni soutenu. Plus de 20 ans plus tard, l'homme qui l'a attaqué sort de l'ombre. Et une série d'incidents semblables sur le même campus devient source d'interrogation. Elle a affirmé avoir été violée par 7 membres d'une fraternité. Il y a eu des manifestations. Les gens étaient furieux. Les débats houleux qui s'ensuivent vont démontrer la gravité des événements. Les coupables étaient toujours en liberté. Je m'asseyais devant chez moi et je me demandais s'il m'attaquerait à nouveau. Pour Vanity Fair, la journaliste Sarah Ellison a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Les ombres du campus ». Le voici en images. Nous sommes en septembre 2005 et l'été laisse place à l'automne. On s'apprêtait à prendre des vacances tardives aux Hamptons pour éviter les foules. Liz Sekuro dirige sa propre entreprise dans l'événementiel. Son mari Mike est banquier d'investissement. Et ils ont pour destination Long Island, accompagnés de leur fille de 2 ans, Ava. Je lui dis « Arrête la voiture, il y a du courrier ». C'est là qu'on trouve une lettre parfumée à la vanille. Chère Elisabeth, pendant l'été 1984, je t'ai fait du mal. Je t'ai fait du mal. Il m'a fallu plusieurs minutes pour comprendre qu'il avait mon adresse. Et je suis redevenue une petite fille terrifiée. « 21 ans plus tôt, Liz, âgée de 17 ans, fait ses bagages et charge sa voiture pour aller à l'université. J'étais fille unique et adoptée. Mes parents étaient très catholiques. J'ai eu une enfance merveilleuse. Au lycée, j'étais première de la classe. Avant moi, aucun membre de ma famille n'avait essayé d'aller à l'université. Liz est ravie d'avoir été acceptée à l'Université de Virginie. Je voulais devenir écrivain, et cette université avait un si bon cursus de lettres que j'ai tout de suite voulu y aller. Je suis allée à cette université dans les années 90. Il y règne une atmosphère très particulière. L'université a ses propres règles, et on ne parle pas de campus, mais de domaine. C'est Thomas Jefferson lui-même qui a fondé cette université à quelques kilomètres de sa demeure, au sein de la ville idyllique de Charlottesville. Quand je suis arrivée, je n'ai pas été déçue. On aurait dit que cette fac sortait tout droit d'un film. Après quelques semaines seulement à l'université, Liz est invitée à une fête. On passait une soirée calme entre amis dans les dortoirs et certains des garçons ont décidé d'aller à une fête organisée par une fraternité. Mon ami Jim m'a demandé de venir parce qu'il valait mieux arriver avec des filles. Les étudiants de l'université sont fiers de leur réputation de fêtards. Ce sont des intellectuels joyeux. J'étais déjà en t-shirt et en jogging et j'avais la flemme de me changer. Mais je me suis dit que je resterais une petite heure pour mes amis.
J'ai enfilé une jupe en jean, des ballerines en cuir et un beau pull. C'était une fête, ça ne pouvait pas être si terrible. Liz, Jim et leurs amis se dirigent vers la fête aux alentours de 23 heures. Je me souviens que la musique était assourdissante. Après quelques minutes assis à boire de la bière, 2 ou 3 garçons nous ont proposé une visite guidée de la maison. En atteignant l'étage, Liz se retrouve séparée de son groupe. Des garçons nous ont proposé de passer à l'arrière pour aller fumer avec eux. Je leur ai dit non, merci. Je me souviens que j'ai vu Jim changer de pièce et me laisser. Je me suis dit que j'allais l'attendre là. Il restait 2 garçons. Ils m'ont dit « Ça te tenterait de prendre un verre ?» C'est la spécialité de la maison. C'était un cocktail vert clair, très sucré et acide. J'ai pris quelques gorgées et j'ai immédiatement senti que je perdais le contrôle de mon corps. Je ne pouvais ni parler, ni me lever. C'était effrayant. Je me souviens qu'un garçon très grand avec des lunettes s'est approché de moi. Il m'a posé plein de questions, alors que je voulais qu'il me laisse tranquille. Mon souvenir suivant n'est pas très clair, mais ce qu'il s'est passé était soudain, rapide et violent. Le garçon à lunettes s'est penché vers moi et a hurlé dans mon oreille « J'ai quelque chose à te montrer ». Et il m'a traîné dans le couloir. J'ai tout de suite compris ce qu'il allait se passer. Il m'a jeté sur le lit, m'a maintenu contre le matelas et je n'arrivais pas à respirer. Mon crâne s'est écrasé contre la tête de lit. Ensuite, il m'a dit d'être sage. La douleur était indescriptible. Je me souviens m'être dit, c'est sûr, je vais mourir. Je me souviens avoir prié pour que personne n'appelle mes parents pour qu'ils viennent m'identifier dans cette pièce. Au cours de la nuit, l'état de Liz alterne entre conscience et inconscience. J'entendais la porte de la chambre s'ouvrir. Je voyais de la lumière. J'entendais de la musique. J'ai senti des mains sur moi. J'ai entendu quelqu'un crier « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Mon premier souvenir clair, c'est les rayons du soleil qui passaient par la fenêtre. J'étais sur un canapé. J'étais enveloppée dans un drap et j'étais couverte de sang. Liz fouille dans des papiers sur la commode dans l'espoir de découvrir l'identité de son agresseur. Tout son courrier était posé dessus. C'est comme ça que j'ai appris son nom. Tout était adressé à William Beebe. J'étais toujours nue sous le drap quand la porte s'est ouverte. William Beebe est entré. Ma première pensée, ça a été « Il vient me violer à nouveau ». Il m'a souri et il a fait ce geste. En sortant, il s'est retourné vers moi, m'a regardé et a dit « Hey, j'espère m'être comporté en gentleman hier soir. » J'ai trouvé mon pull, ma jupe en jean, mes chaussures, mais pas mes sous-vêtements. J'étais consciente de ce qui m'était arrivé. Je savais comment appeler ça.
Je devais aller à l'hôpital. Liz se glisse silencieusement hors de la maison étrangement vide et part vers les urgences. Je me suis dirigée vers l'accueil et j'ai dit « On m'a violée, j'ai besoin d'aide ». L'infirmière s'est assise à côté de moi et m'a dit « Ma puce, je sais ce dont tu as besoin, mais on ne le fait pas ici ». J'ai compris qu'elle parlait du set d'agression sexuelle. Ce centre médical est très réputé pour son hôpital universitaire. C'est choquant qu'en 1984, quelqu'un ait pu répondre ça. Mon cœur s'est refermé. Il ne pouvait pas m'aider. Liz retourne dans son dortoir, prend une douche et dort pendant près de 12 heures. Ce soir-là, un visiteur surprise arrive à son dortoir. J'étais dans la salle de bain et une amie est entrée en courant pour me dire qu'il était là. William Bibi était là, avec un ami. Et ils étaient en train d'écrire quelque chose au marqueur sur ma porte. Et ils sont partis en courant. Ils avaient écrit « Il vaut mieux pour toi que tu m'appelles ». Liz Schimpf, en première année à l'Université de Virginie, affirme avoir subi un viol brutal au cours d'une soirée étudiante. 2 jours plus tard, l'agresseur présumé William Bibi laisse un mot menaçant sur sa porte. Le fait qu'il sache où j'habitais me terrifiait. Je savais qu'il pourrait revenir n'importe quand. Tout le monde me disait « Préviens l'administration, parle-en à quelqu'un, tu n'es pas en sécurité ». Le lundi suivant, Liz se rend au centre médical universitaire. J'ai rencontré une infirmière adorable. Je lui ai dit clairement que j'avais été violée. Elle m'a auscultée et elle m'a fait un frottis, mais pas de set d'agression sexuelle. L'agression avait bien laissé des traumatismes physiques. Il y avait des lacérations et des déchirures. Elle s'est occupée de mes blessures et je me souviens avoir reçu des antidouleurs. On avait convenu que j'irais voir le doyen. Près de 3 jours après l'agression, Liz a rendez-vous avec le doyen à Peabody Hall. Je lui ai tout raconté. Il a répondu « Vous êtes sûr que c'est ce qu'il s'est passé ? Vous avez peut-être besoin d'une pause dans vos études. » J'ai répondu « Je veux que vous appeliez la police. » Il m'a dit « C'est impossible. Nous ne sommes pas sous la juridiction de la police de Charlottesville. Allez voir la police universitaire. » J'ai pris rendez-vous avec le capitaine de la police universitaire, Michael Sheffield. J'y suis allée plusieurs fois et j'ai déposé des plaintes. Le doyen promet à Liz qu'il s'occupera lui-même de William Bibi. À ce moment-là, je pensais qu'on m'aidait. C'est là qu'a commencé ma tentative de demander justice. Pour Liz, chaque journée est une bataille. Elle n'en a parlé qu'à ses meilleurs amis. Plus d'1 semaine après cette agression violente, Liz en parle à son père et à sa mère. Mes 2 parents se sont immédiatement mis à pleurer. Je ne l'oublierai jamais. C'était comme si ma honte les avait contaminés. Je me souviens que mon père m'a dit « Tu peux m'appeler n'importe quand, même au milieu de la nuit. Si tu ne te sens pas à l'aise, on viendra te chercher. Tu peux rentrer, tu n'es pas obligé de rester là. » J'ai parlé au doyen et il m'a dit « J'ai discuté avec ce jeune homme. Il a dit que vous étiez consentante. » C'était comme si tout ce que j'avais dit n'avait servi à rien.
Et peu après, on m'a dit que William Bibi était parti et que j'étais donc en sécurité. Il n'est plus dans cette université, ne vous inquiétez pas. Mais Liz insiste pour que la police universitaire mène l'enquête sur son viol. J'y suis allée plusieurs fois. J'ai fait plusieurs dépositions. Je les appelais, mais il n'y avait jamais rien de nouveau. C'est moi qui ai fourni toutes les pistes, suggéré tous les entretiens et trouvé tous les témoins. Elle a essayé d'attirer l'attention de la fac et de convaincre les élèves, mais les gens ne l'ont ni cru ni soutenu. J'ai compris que personne ne m'aiderait. Je me souviens que je suis allée au cimetière avec les vêtements que je portais ce soir-là. J'ai trouvé une poubelle, je les ai aspergés d'essence et j'ai craqué une allumette. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. Je me suis dit, c'est fini, c'est terminé. Personne ne va te croire. Au cours des mois suivants, Liz lutte pour accepter ce qui lui est arrivé. Je ne finissais pas mon travail à temps. Je rendais copie blanche. Je buvais comme un trou tous les soirs. Liz finit par trouver la force d'avancer, déterminée à terminer ses études. J'ai mérité ma place dans cette université. Rien ni personne ne pourra me retirer ça. Liz entre dans une sororité et obtient un A à sa thèse, ainsi que son diplôme en 1988. Presque 10 ans plus tard, Liz Schimpf rencontre Mike Sekuro, le premier homme avec qui elle se sent en sécurité. Le couple se marie, et quand Mike décroche un emploi à Wall Street, il déménage pour le Connecticut. On a déménagé en banlieue et on a eu notre premier enfant. Ava est née le jour de Noël en 2002. On avait l'impression de vivre un conte de fées. L'agression a eu lieu 21 ans plus tôt. Aujourd'hui, Liz est assise dans une voiture avec sa famille et tient dans ses mains une lettre parfumée à la vanille, écrite par William Bibi. Le temps s'arrête et je lis et relis cette lettre encore et encore. Une chose pareille, après plus de 20 ans, était vraiment incroyable. 11 jours plus tard, Liz répond à William Bibi. Je voulais savoir tout ce qui m'était arrivé ce soir-là. C'était le début d'une correspondance qui a duré des mois. Bibi admet lui écrire pour compléter la 9e étape de son parcours avec les alcooliques anonymes. Je pense que c'est vraiment ce qui l'a motivé. Ça faisait partie du programme des 12 étapes. Il devait s'excuser auprès de ceux qu'il a blessés. Mais ce n'était pas suffisant. Ça m'a beaucoup frustrée parce qu'il n'assumait pas. Quelques jours après Thanksgiving, Liz Sekuro et William Bibi se trouvent dans une impasse. Liz croit qu'il en sait plus qu'il ne veut bien l'admettre sur les événements de cette nuit-là. Il a dit « J'admets que je t'ai violée. Ce mot a l'air important pour toi. Mettons fin à tout ça. » Mais pour Liz, le cauchemar continue. L'agression revenait la hanter. Je passais des nuits entières assise devant chez moi, jusqu'à ce que le soleil se lève. Mon bébé dormait à l'intérieur et je me demandais s'il m'attaquerait à nouveau. Le violeur de Liz Sekuro, qui l'avait attaqué au cours d'une soirée étudiante à l'Université de Virginie il y a plus de 20 ans, a avoué son crime. Mais Liz n'a pas contacté la police. Elle se souvient que le doyen lui avait dit que la police de Charlottesville ne pouvait pas reprendre l'affaire. Je me suis demandé si j'avais d'autres options. J'ai fait une recherche sur Internet pour trouver les statistiques sur les viols dans cette université.
Elle découvre un site consacré aux agressions sexuelles sur le campus de l'université. Susan Russell is the mother. La fille de Susan Russell dit avoir été agressée à l'université de Virginie. UVA. Suzanne a donc créé un site, uvavictimsofrape.com, qui est devenu un lieu de rassemblement pour les victimes ayant étudié dans cette université. Quand j'étais à l'université, on parlait surtout de mauvais coups. Aujourd'hui, ça a un nom totalement différent. Je pense que ce qui a changé, c'est que les gens en parlent et racontent leur histoire. Liz contacte la créatrice du site. Et ce qu'elle découvre va la bouleverser. L'université était bien sous la juridiction de la police. Après tout ce temps, c'était un choc. C'était un tissu de mensonges. Liz se met immédiatement en relation avec le chef de la police de Charlottesville, Timothy Longo. Je décroche le téléphone et j'entends une voix au bout du fil qui me raconte une histoire franchement horrible. Il a été très direct et m'a dit qu'il n'y avait pas de prescription pour les viols dans l'État de Virginie. Elle m'a donné une information cruciale en disant « J'ai une lettre, j'ai une preuve, j'ai ses aveux. » Pour la première fois depuis des mois, j'ai pu dormir. La police de Charlottesville ouvre officiellement une enquête et se penche sur les éléments fournis. Le doyen avait pris des notes de leur entretien. Nous avons pu nous les procurer. Le seul rapport qui existe sur mon agression fait 5 pages qui sont écrites à la main, sans date ni en tête. La police commence à rechercher des témoins. Un témoin a vu quelqu'un s'enfuir, le pantalon couvert de sang. Ce témoin a dit « On pensait que quelqu'un s'était fait tirer dessus. » Selon Liz, le rapport rédigé par l'université dit qu'elle a eu l'opportunité de porter plainte auprès de l'État de Virginie, mais aurait refusé. Ça n'est jamais arrivé. Le 4 janvier 2006, William Beebe est en état d'arrestation pour viol et pénétration sexuelle à l'aide d'un objet. Je me souviens l'avoir vu à la télévision. Il était exactement comme dans mes souvenirs. Après 11 mois d'enquête préliminaire, Liz voit une de ses pires craintes confirmées. Un de mes 2 procureurs, Claude Worrell, m'a dit « Vous êtes assise ?» J'ai répondu oui. Il m'a dit « C'était un viol collectif. On a l'identité de 2 autres coupables. Il y avait au moins 2 autres violeurs. C'est la seule fois où j'ai crié de tout le procès. » L'histoire des événements de cette nuit commence à prendre forme. Tout d'abord, un des garçons l'aurait violée pendant que les autres l'acclamaient. Un autre garçon aurait traîné Liz jusqu'à sa chambre au 3e étage. Il aurait plus tard quitté la pièce vêtu uniquement d'une serviette et se serait dirigé vers la douche pendant que ses amis le félicitaient, laissant Liz seule dans sa chambre couverte de sang. Mais sans témoin, impossible de prouver que ces agressions ont eu lieu. Nous n'avons jamais eu les informations nécessaires pour prouver leur culpabilité. Si un jour on a l'opportunité de recevoir un appel de quelqu'un qui nous dirait « Ça fait des années que je garde le silence et j'ai besoin de parler à quelqu'un », on pourra rouvrir l'affaire. Malgré ses aveux, l'accusation rencontre des difficultés au cours du procès contre William Beebe. Le cocktail que Liz a été contrainte de boire ce soir-là, la spécialité de la maison, rend sa déposition suspecte.
On a considéré que je n'étais pas un bon témoin, car je n'avais aucun souvenir des 2 autres agressions, ce qui complique encore l'affaire. C'était ironique. Ce qui a rendu cette histoire encore plus douloureuse pour moi a aussi affaibli l'accusation. Le 14 novembre 2006, William Bibi plaide coupable pour agression sexuelle. Ce n'était pas l'occasion de faire la fête non plus. Je suis contente d'avoir obtenu justice, mais ce n'est pas le cas pour la majorité des victimes d'agressions sexuelles. We all have a responsibility to take care of our friends, family, and children. To help them if it's happened. To listen, to not judge. To assist in the healing. To open a dialogue and not shy away from the word rape. We owe that to survivors. Et il m'a semblé important de raconter ma propre histoire. Je me suis dit que j'allais m'en servir pour aider les victimes de viol. En 2011, Lee Sekuro publie son mémoire, Crash Into Me. On voyait beaucoup d'étudiants lire son livre sur le campus, surtout parmi les victimes d'agressions sexuelles. Dans l'année qui suit la parution de ce livre, l'université fait l'objet d'une enquête concernant la mauvaise gestion de cas d'agression sexuelle. Le titre 9 stipule que l'université doit aider les victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel et doit créer des groupes ou communautés où ils pourraient se sentir en sécurité. L'université de Virginie n'était absolument pas en règle et avait besoin de changer, mais elle était loin d'être la seule. Il y a actuellement plus de 300 enquêtes ouvertes pour agressions sexuelles dans près de 200 universités américaines. En 2014, Catherine Lemon, ministre adjointe au ministère de l'Éducation, témoigne pour parler du titre 9. J'ai eu la chance de faire un discours au Sénat grâce à une initiative prévue par le président visant à protéger les étudiants de violences sexuelles. Des activistes étudiants ont également pris la parole. L'un d'entre eux étudiait à l'Université de Virginie. Mais personne ne s'attendait à ce qu'une seconde allégation d'une étudiante de cette université n'attire l'attention des médias et déclenche une avalanche de controverses. Alex Stock vient d'entrer à l'Université de Virginie. Un vendredi soir, peu avant minuit, lui et ses amis reçoivent un coup de fil d'une amie proche, Jackie. Elle était bouleversée. Elle ne nous a pas vraiment raconté ce qui s'était passé. On a couru à toute vitesse. On savait qu'il s'était passé quelque chose de grave et qu'on devait y aller. Jackie, qui a demandé à la presse de ne pas révéler son nom de famille, était en première année. Jackie nous avait dit qu'elle était invitée à une soirée dans une fraternité prestigieuse. Jackie se fait belle et met sa robe rouge pour son rendez-vous avec un maître nageur. La fête avait très bien commencé, jusqu'à ce que quelqu'un l'emmène à l'étage et qu'elle se retrouve dans une pièce sombre, entourée d'hommes inconnus. On l'aurait jetée sur une table basse en verre. Jackie affirme que ces 7 garçons l'ont brutalement violée, pendant que son cavalier, qui avait tout organisé, les encourageait. Elle a mis des heures à sortir de là, couverte de sang. Cette agression atroce a failli lui coûter la vie. C'est impossible d'imaginer ce que c'est de ressentir ce genre de douleur. Ça donne envie de la prendre dans ses bras et de la réconforter. Jackie avait du mal à parler. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. On pensait qu'il fallait appeler les urgences pour s'assurer qu'elle allait bien. Mais Jackie ne voulait pas qu'on signale l'agression.
Elle ne voulait pas avoir à revivre tout ça. Mais on se demandait si, en ne le signalant pas, on ne risquait pas de laisser d'autres femmes subir la même chose. Jackie avait l'air de beaucoup hésiter à raconter son histoire. Lorsqu'on est confronté à des victimes de violences sexuelles, il ne faut pas les forcer à faire quoi que ce soit. Il faudra attendre 6 mois avant que Jackie ne signale son agression à l'administration. Le 20 mai 2013, elle a rendez-vous avec le vice-doyen. Jackie a expliqué que l'administration l'avait traitée avec indifférence quand elle a essayé de témoigner. Elle accepte de raconter son agression sexuelle, mais refuse de donner le nom de ses agresseurs ou de la fraternité où les événements se seraient déroulés. Ça signifiait que les coupables étaient toujours libres de circuler sur le campus. C'était une idée très effrayante. À ce moment-là, Jackie ne veut pas suivre les procédures universitaires pour arrêter les coupables. Elle ne veut pas non plus aller voir la police. Jackie aura besoin de plus de 20 mois pour se sentir prête à parler de son viol collectif et raconter son histoire. Sabrina Rubin Erdili, l'une des éditrices de Rolling Stone, s'est entretenue avec Jackie et 4 autres survivantes d'agressions sexuelles de l'Université de Virginie. Sabrina voulait discuter avec d'autres victimes pour savoir comment leurs témoignages avaient été reçus. Au cours d'une interview exclusive, Jackie raconte son agression sexuelle en détail. Pour la première fois, elle donne publiquement le nom de la fraternité où le viol collectif aurait eu lieu. Phi Kappa Psi. J'étais vraiment contente de voir qu'un magazine aussi populaire que Rolling Stone ait décidé d'écrire un article sur le problème des viols dans les campus. L'article « Un viol sur le campus » apparaît sur le site de Rolling Stone le 19 novembre 2014. Ça a fait l'effet d'une bombe. Tout le monde l'avait lu, tout le monde ne parlait que de ça. L'article décrit l'Université de Virginie comme un établissement tellement imprégné de culture du viol que les étudiantes le surnomment UV Rape, l'université du viol. L'histoire de Jackie est perçue comme la preuve ultime. Comme tous les autres lecteurs, j'ai été horrifiée en découvrant cet article. Les gens ont jeté des briques à travers les fenêtres de la fraternité. Il y a même eu un tag disant « Centre d'études du viol ». Les réactions ont été très nombreuses et Jackie a reçu beaucoup de soutien. L'article présente une vive critique de la façon dont l'administration gère les cas de violences sexuelles. L'université était décrite comme un lieu où personne ne vous croirait ou ne vous écouterait. Sexual misconduct is now a national discussion. The University of Virginia is rattled. Les fraternités ont fermé leurs portes. Il y avait des manifestations. Les gens étaient furieux. Tout le monde s'était ligué contre l'université. Les accusations étaient extrêmement choquantes. Ça s'était produit dans une université de Charlottesville, il fallait mener l'enquête. Mais les découvertes de la police vont surprendre le monde entier. En novembre 2014, Rolling Stone publie le témoignage d'une agression sexuelle et la façon dont l'université aurait géré l'affaire. A woman the magazine called Jackie recounts a gang rape in 2012 at the Phi Kappa Psi house by 7 assailants. UVA's president has called on the Charlottesville Police Department to investigate.
Quand Jackie est arrivé au commissariat, son avocat a dit « On ne fera pas de déposition aujourd'hui ». Au bout de quelques jours, l'avocat nous dit qu'elle refuse de porter plainte, qu'elle ne veut pas qu'il y ait d'enquête et qu'on n'a plus le droit de la contacter. Mais la police de Charlottesville a l'obligation d'enquêter sur l'agression. Leur piste principale est celle de l'individu qui l'aurait invité à cette fête et aurait organisé le viol collectif. Elle avait déclaré à ses amis qu'il s'appelait Evan Monahan. Nous avons essayé de le rechercher pendant plusieurs mois. Nous avons tenté de trouver des preuves de son existence, mais nous n'avons rien trouvé qui indique que Evan Monahan n'ait pas été inventé. Tandis que la police mène l'enquête, Taylor Shapiro, journaliste au Washington Post, conduit ses propres recherches. Je n'avais aucune intention de mettre le témoignage de Jackie en question. Ce n'est que quand des amis proches de Jackie, ainsi que des membres du comité de prévention des violences sexuelles, m'ont fait part de leurs propres doutes, que je me suis dit que la donne avait changé. Des membres de cette fraternité m'ont également montré des documents qui prouvent qu'ils n'avaient organisé aucune soirée la nuit où l'agression serait arrivée. On a trouvé une photo prise ce soir-là à 23h dans la fraternité. La maison était vide. Ça ne colle pas. Vous vous sentez perdu? Évidemment, cette histoire est inventée de toutes pièces. 2 semaines après la parution de l'article de Rolling Stone, le Washington Post publie une série dédiée aux découvertes de Shapiro. Je ne peux absolument pas dire qu'il ne s'est rien passé. Et comme je ne peux pas affirmer que rien n'est arrivé à cette jeune femme, l'affaire est suspendue. Rolling Stone retire son article 4 mois après sa publication. Jackie maintient avoir dit la vérité et refuse toujours de témoigner publiquement. The magazine apologized to its readers, saying there now appear to be discrepancies in Jackie's account. On UVA's campus, many fear that the debunked story will discourage future sexual assault victims from speaking out. Ce qu'il y a de plus tragique dans l'histoire de Jackie, c'est que chaque nouveau témoignage d'agression sexuelle était accueilli par le doute. D'après les statistiques, une femme sur 5 se fait agresser sexuellement sur les campus des États-Unis. Et quand on voit que Betsy DeVos doute de l'efficacité du titre 9, on est démoralisé. Secretary DeVos's decision to roll back vital protections for victims of campus sexual assault is an alarming reminder of the White House's dismissive and cruel attitude. Le titre 9 est supposé protéger les étudiants d'une catégorie d'agression qui n'est pas couverte par le système pénal. Mais le système pénal devrait pouvoir fonctionner en parallèle avec les écoles qui doivent assurer un environnement sécurisant. Le titre 9 vise à empêcher que ce qui est arrivé à Liz Sekuro ne se reproduise. De tous les agresseurs de Liz, celui qui a fait ses aveux en a assumé les conséquences. Mais elle n'a pas perdu l'espoir d'un jour se retrouver au tribunal face à ses 2 autres agresseurs. Mon père est mort le jour de Noël cette année. Avant de mourir, il m'a dit « Je sais que ce n'est pas fini. Et je veux que tu continues à te battre. Tu dois obtenir justice pour ce qui t'est arrivé. » J'aurais aimé que mon père soit là pour le voir.